Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à nos nombreux invités ce soir. C'est une soirée assez particulière, il faut dire, assez exceptionnelle. C'est pas tous les jours qu'on est la veille d'un moment de mémoire politique, de mémoire sociale. Mais ce soir-là, on va faire place aux individus, aux vies qui ont été traversées par l'histoire, les vies des francs-tireurs et partisans de la MOI, de la main-d'œuvre immigrée, sur lesquels reviennent les deux films que vous venez de voir. Et donc deux films qui nous montrent que l'émotion n'est pas sans savoir historique. Et donc ce soir, on va aller du cinéma à l'histoire et aussi vers l'histoire de famille et de personnes directement concernées par toute cette histoire des FTP MOI, à laquelle, disons, le nom de Manouchian en particulier est lié, mais derrière ce nom de Manouchian qui occupe l'actualité d'aujourd'hui et de demain, il y a de nombreuses vies, de nombreuses histoires qu'il ne faut pas oublier. Alors merci et bienvenue à tous nos invités. Mosco Lévy-Boucaud, cinéaste, auteur de nombreux documentaires et notamment, en particulier de celui qu'on vient de voir en première partie de la soirée, film de 1985. Merci de venir nous revenir un petit peu sur ce tournage. Non, je voyais des signes, du coup je me suis tourné vers de ce côté-ci. Très bien. Ruth Zilberman, bonsoir. Sinon, me jouez pas avec les gestes parce qu'après deux films aussi émouvants, c'est un sacré exercice d'animer cette rencontre, il faut dire. Ruth Zilberman, bonsoir. Cinéaste et écrivaine. Vous avez notamment réalisé en 2018 Les enfants du 209 rue Saint-Maur, qui à vrai dire utilisait, j'y ai pensé en revoyant le film, des techniques qui peuvent rappeler parfois celles de Mosco Lévy-Boucaud. En mieux, j'entends à ma droite. Et Mosco, avec qui vous avez travaillé cette année pour réaliser le deuxième film que vous venez de voir. Et on pourra revenir sur cette expérience de revenir 40 ans après sur ce film. Annette Wieworka, historienne, spécialiste de la Shoah et de la résistance, autrice de nombreux livres, notamment « Ils étaient juifs, résistants, communistes », qui était publié en 1986, qui a été réactualisé ensuite en 2018 pour faire place à plus d'archives et plus de connaissances, et qui portait précisément sur cette histoire-là des FTP MOI. Et vous venez de publier un libelle, un petit livre qui s'appelle « Anatomie de l'affiche rouge », qui est ici, aux éditions du Seuil, qui refait le point sur l'histoire des fusillés de février 1944, mais aussi de cette affiche elle-même. Et puis, alors on a un peu improvisé ça, il faut dire, ce soir. On fait place aussi aux membres, à deux membres de familles directement concernées, et c'est important, voilà, d'entendre ces différentes couches un peu de mémoire, celle du cinéma, celle de l'histoire, mais aussi celle des familles. Et bienvenue à tous les deux. Thomas Stern, qu'on a pu voir dans le film. Et Charlotte, on vous a vu également dans le parc de Belleville. Et j'aurais d'abord, si ça ne vous dérange pas, à tous les trois, une question à chacun d'entre vous deux. Qu'est-ce que c'est pour vous cette entrée, disons, au Panthéon demain, de deux personnes, Méliné et Missak Manouchian, cette entrée au Panthéon, est-ce que vous vous sentez représenté d'une certaine manière dans cette histoire? Et après, on reviendra un peu sur les deux films. Mais évidemment, on ne peut pas un peu échapper à ce moment historique assez particulier et de la mémoire nationale. Alors, si je commence et que je mets un peu les pieds dans le plat, c'est formidable que Missak et Méliné Manouchian rentrent au Panthéon. C'est formidable, mais de mon point de vue, toutes les personnes qui ont été fusillées, Olga qui a été décapitée, donc auraient dû, de mon point de vue, rentrer au Panthéon. Je pense qu'il y a une... Je remercie beaucoup Ruth et Mosco et aussi les historiens. Annette Wieworka, vous êtes là pour
avoir rendu visibles ces héros qui ont été invisibles pendant de très nombreuses années, comme on l'a vu dans le documentaire, oubliés, complètement oubliés, peut-être méprisés. Nous, notre famille, elle n'a pas été invitée demain à la cérémonie. Et pour moi, c'est aussi cette marque, cet oubli qui, franchement, me heurte. Et en même temps, bon, mon grand-père a survécu. Et on est là avec ma grand-mère, avec ma mère, mon père, avec mon mari. Donc on est les héritiers de cette histoire, de cette force. J'étais très touchée de voir tous les héritiers et puis toutes ces paroles exceptionnelles des membres de l'Affiche Rouge. Et j'aimerais qu'ils rentrent tous au Panthéon. J'aurais aimé que ce soit le cas demain. Mais c'est formidable déjà que Missak Manoukian et Méliné puissent le faire. Moi, je voudrais un peu nuancer quand même. Je pense qu'il y a deux niveaux de questionnement. Il y a un niveau de questionnement d'historien, c'est le travail d'Annette et également de Moscou, également de Ruth, à savoir c'est quoi la fiction Manouchian, c'est-à-dire c'est quoi la fiction, le narratif, comme on dit maintenant, de l'histoire du groupe Manouchian. Au début, c'est une invention allemande, hein, autant qu'on s'en souvienne. Mais il y a aussi autre chose, moi, sur lequel je voudrais insister en tant que porteur du poids du fantôme, comme je le dis dans mon intervention. Si vous voulez, ce qui est extrêmement important, c'est que les combattants de l'Affiche Rouge et des groupes FTP-MOI soient socialisés, finalement. On est combien d'années après leur exécution ? C'est-à-dire qu'ils soient récupérés par le corpus social, parce que tant qu'ils ne sont pas récupérés par le corpus social, la meute funèbre, c'est la famille. Et c'est-à-dire que c'est la famille qui porte la trace des blessures, la trace des deuils, la trace des larmes, la trace du désarroi, la trace des folies et des névroses familiales. Et ce passage thaumaturgique à la reconnaissance sociale, il est extrêmement important. Et il ne faudrait pas, quand on a cette discussion, et je trouve que c'est vraiment bien qu'on l'ait, c'est vraiment bien qu'on ait cette discussion, et on peut même regretter que d'ailleurs que ça n'a pas été plus loin, on aura une plaque, mais c'est déjà, il y a quand même quelque chose de fondamental et de thérapeutique, si j'ose dire, très profondément thérapeutique, de thaumaturge, je dirais même, dans le fait que ce groupe soit reconnu par l'histoire française. Et encore une question juste pour vous deux, ça me vient dans le fil de la discussion. Est-ce que le film qu'on vient de voir, hein, des terroristes à la retraite, terroristes avec des guillemets, évidemment, pour vous a participé à cet effort de mémoire pour tout un, comment l'appeler, groupe ou collectif ou toute une histoire collective, disons, et quel rapport vous aviez vous-même avec ce film avant ce soir ? Ah ben moi j'ai adoré quand il est sorti parce que c'était tellement hors de la liturgie empesée auquel nous soumettait déjà le discours du Parti communiste. Enfin, il y avait quelque chose de complètement vivant. Il y a des personnages, il y a des gens, il y a leur vie, il y a leur tronche, il y a leur accent, il y a je me souviens, leur misère financière qui était à peu près égale à la fin de leur vie qu'au début, au moment où ils étaient tailleurs ou qui vivaient dans le Marais. Et ça, c'est remarquable d'avoir fait ça. Je trouve que c'est un... Donc vous l'aviez vu à sa sortie ? Oui, j'ai même à sa sortie. Alors moi, je ne l'ai pas vu à sa sortie puisque je venais de naître. Je l'ai vu donc après. Sans ce film, sans tout ce travail des historiens, sans ce travail acharné aussi pour cette postface et pour aller chercher qu'est-ce qui reste de cet héritage, je pense que mon grand-père n'en aurait jamais parlé. Et je pense qu'il n'aurait jamais été visible. Et pendant longtemps, je trouvais que les médailles, ça servait à rien parce que ça récompensait les artistes. Bon, c'est normal, hein, mais j'étais plus jeune. Mais ça récompensait pas mon grand-père. Et c'est grâce aussi au travail acharné de Moscou, de Ruth, que mon grand-père a fini par avoir des médailles, une de la ville de Paris et la Légion d'honneur décernée aussi par François Hollande. Et sans ça, il n'y avait rien. Et ce moment-là, il a été très émouvant pour moi parce que ça a été le moment où, comme le raconte Ruth dans le reportage, où tout d'un coup, il était quand même âgé. C'était un personnage, mais je veux dire, à la fin, il était plus fatigué. Et puis il est à l'Élysée et là le président arrive et d'un coup il se lève, il se met debout et dans toutes ses paroles il parle de ses camarades qui sont partis trop jeunes, ce qu'on voit sur les photos là, c'est hallucinant cette jeunesse et de toutes ces vies perdues et de cette culpabilité aussi des survivants, alors des survivants de la résistance, des survivants de la Shoah, des survivants tout court. Donc
ce film, et c'est pour ça qu'on ne vous remerciera jamais assez pour tout ce travail qui a été fait. Il est extrêmement important pour notre famille, pour notre histoire nationale. Alors justement, ce film, est-ce qu'on pourrait y revenir un petit peu Moscou, ça a été quoi cette entrée-là pour vous dans cette histoire-là? Comment ça s'est passé ce tournage? On connaît beaucoup de polémiques qui ont eu lieu à sa sortie, mais on ne connaît pas très bien des polémiques sur le rôle du PCF, sur l'écriture de l'histoire de la résistance. On ne connaît pas bien, en revanche, ces conditions un peu concrètes de tournage. Ça a été un tournage compliqué. Comment vous avez retrouvé tous ces gens qui participent? En fait, je connaissais pas cette histoire-là. C'est la rencontre d'un comédien pendant que j'étais étudiant à l'IDEC. Le comédien, c'est Gérard de Sarthe. Sa compagne avait vécu avec le fils de Jacques Farber. Et il a compris que je cherchais des repères, mais du côté des juifs rebelles, pas des juifs... Pas de la Shoah. Je cherchais des repères sur la rébellion. Et alors, il m'avait dit, il faudrait que tu ailles faire une enquête sur la fiche rouge. Et je me souviens que j'avais commencé à lire des livres, notamment celui de Jacques Ravine. Et en bas d'une page, il y avait marqué Jacques Farber, 13 boulevard Beaumarchais. Il y a des choses qui me sont restées. Par exemple, le numéro de Raymond Kogiski m'est resté, Ménilmontant, 78-21. Jacques Farber, c'était 13... Ça a changé. Non, ça n'a pas changé. 01 46 36 78 21. Voilà. Je confirme. C'est marrant parce que c'est resté. Et donc je suis allé, j'ai écrit, je suis allé le voir, et je suis rentré dans une cour, mais je ne savais pas à quel étage c'était. Il était en fait derrière le portail. Il se demandait qui c'était ce type qui lui a écrit pour venir le voir. Bon, après Jacques Farber, il y a eu la réunion rue de Paradis, donc j'ai vu Charles Mitzflicker. Je ne sais pas comment, je me souviens plus comment je suis arrivé à Raymond. Mais disons, il faut que je le dise franchement, c'est-à-dire qu'en fait, je démarrais dans le métier, je n'avais pas de contact, j'avais été assistant réalisateur, et je suis allé voir une productrice qui est aussi une éditrice, c'est la fille de Maurice Genevoix, Sylvie Genevoix. Elle s'occupait d'une émission dans l'après-midi qui s'appelait Aujourd'hui Madame, et je lui ai proposé de faire 3 émissions d'une demi-heure sur des tailleurs qui, pendant la guerre, avaient pris les armes contre les Allemands. Alors, elle a ouvert grand les yeux, elle m'a dit, d'accord, mais donc c'était prévu de faire 3 petites émissions pour l'après-midi, pour Aujourd'hui Madame, voilà. Et alors, donc, j'ai commencé, on a tourné par petits bouts, Jacques Farber d'abord chez lui, puis ensuite Miss Flicker dans son atelier, puis après, comme je ne comprenais pas toujours... j'arrivais pas à m'imaginer, mais comment ça se fait concrètement, les actions? Comment est-ce que... Et donc, j'allais parfois avec eux en repérage. On disait, mais alors vous étiez où? Vous étiez là, etc. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça. Tout ce qui était le côté polémique, je ne l'ai découvert que progressivement. Quand j'ai été mis en contact avec Mélinée Manouchian, je suis allé chez elle. Alors, je ne me souviens pas du numéro, mais c'était rue Sevran, au rez-de-chaussée. Et donc, elle m'invitait à dîner. Et elle était tourmentée par cette fin de son mari. Je pense qu'elle avait édité déjà son livre, mais je pense que personne ne l'avait lu. Et personne n'avait lu la charge explosive qu'il y avait dans le livre déjà. Parce que dans le livre, elle dit à un moment donné, mais la direction, pas le Parti communiste réuni en comité central, en session plénière, la direction, veulent nous mener à la mort. Donc je suis tombé dessus, et donc j'ai été la voir, et puis le film s'est fait comme ça. Mais il s'est fait par petits bouts. Et tout de suite, il y a eu ce choix de mise en scène de faire refaire des gestes aux acteurs de l'époque, tout en nous faisant bien comprendre qu'ils sont en train de jouer. La doxa, c'était le passé restitué par la parole. Donc les gens assis, etc. Moi, je trouvais qu'ils aimaient raconter avec leurs pieds, avec leurs mains, avec leurs... Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Essayons, en tout cas. Bon, alors, c'est pas facile. Rue Boissy-d'Anglas, c'est des voitures, il y a des gens qui passent, etc. Donc, mais on l'a fait, finalement. Et j'ai vu... Si vous voulez, pour moi, faire un documentaire, c'est partager un plaisir que j'ai eu. J'ai eu plaisir à les voir le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, le partager avec d'autres personnes?
Et à ce moment-là, de la sortie du film, c'est plutôt à l'historienne Annette Vivorka que on va vous prêter un micro, on n'en a pas assez, mais à la sortie du film, quel était un peu l'état de la mémoire de toute cette histoire-là? L'état de l'art. Bon, moi, j'avais commencé les entretiens qui m'ont servi à écrire... Oui, parce que votre livre date quasiment voilà. du... Et le film de Moscou, ça a été une sorte de révélation. D'ailleurs, je vais en faire une autre. J'ai encore chez moi, Moscou, la mallette, avec toutes les cassettes des pré-entretiens que tu m'avais prêtés à cette occasion. Et j'ai fait je ne sais pas combien de déménagements, mais j'ai toujours gardé la mallette et je sais même exactement où elle est. Et ça a été vraiment un moment parce que il y a eu, bon, j'aime pas le terme de polémique à l'époque, je peux parler d'un vieux schnock quand même, mais à l'époque les débats duraient des semaines, des semaines, des semaines. Je me souviens à Moscou que le Matin, qui n'existe plus, a publié intégralement les dialogues, enfin le film, quoi, les dialogues du film, et puis beaucoup d'articles, et ça a donné une sorte de force à la recherche sur les étrangers. Donc je me souviens d'un colloque à Besançon sur les étrangers dans la Résistance, et puis le livre Péchanski, Raïsky, Courtois. Donc on voit Raïsky et Courtois, le sang de l'étranger. Donc toutes ces choses-là, finalement, c'est soit un air du temps que Moscou a saisi avant tout le monde, soit un air du temps que Moscou a créé. Comment ? Alors j'ai revu le film de Cassinti, la dernière, j'ai revu 2 ou 3 fois. C'est un film très intéressant et c'est un très beau film. C'est lui qui saisit l'affiche comme casting, l'affiche rouge comme casting, et comme outil de propagande nazie, et qui le montre. Donc c'est bien de rendre hommage parce qu'il nous a quittés il y a très peu de temps, hein, il y a quelques semaines. Mais il y avait effectivement le film mais le film de Franck Cassanti n'est pas un film qui a fait débat. Ton film a fait un débat cosmique, avec jury d'honneur, avec interdit d'antenne, avec les dossiers de l'écran. Enfin, ça a été un événement. Mais donc à ce moment-là, on parlait régulièrement de l'affiche rouge, avec des guillemets, parce que vous montrez bien que c'est une construction, ou bien Manouchian n'était pas encore très repéré dans la mémoire collective. Moscou dit qu'il est tombé sur le livre de Jacques Ravine avec l'adresse de Jacques Farber. Bon, il y avait une littérature écrite par les acteurs communistes. Abraham Lissner avait écrit, Ravine. Il y avait tous les textes de l'historien des Juifs communistes qui s'appelait David Diamant. Donc il y avait des choses. Et puis bien évidemment, il y avait aussi la chanson qui a donné son nom à l'affiche rouge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'affiche rouge, elle était rouge, mais elle n'existait pas comme affiche avant Léo Ferré. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait eu autant d'importance parce que la place de cette histoire était pas ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. De votre côté, Ruth Zilberman, à quel moment vous entrez un peu, vous, dans cette histoire-là, dans le film de Moscou? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre découverte à la fois de ce film, mais aussi de l'histoire des FTP MOI? Oui, je m'en souviens assez bien. Enfin, oui, c'est pas de la blague. Hein. Quand je dis j'ai vu ce film, j'ai vu ce film jeune, donc quand même, j'étais une jeune adolescente. Et puis ensuite, je pense que j'ai lu ton livre, Annette. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est paru. Et je pense que c'était un petit peu plus tard, mais que vraiment vers 18-19 ans, j'ai commencé à y aller bizarrement. Enfin, voilà, à être un peu absorbée par cette histoire. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait, ça a été plus tard, mais qu'il y avait le côté très mystérieux des archives de la préfecture de police qui était à l'époque rue des Carmes, au-dessus du commissariat du 5e arrondissement, tenu par un commissaire, parce que les archives de la préfecture de police sont tenues par un commissaire qui avait ses têtes. Et comme j'étais jeune et belle à l'époque,
voilà, je lui revenais, quoi. Donc il me filait des dossiers. C'était vraiment à la tête du client quand même. Hein. Il était un peu, enfin on va pas dire son nom, mais il était un peu, il aimait bien. Non, c'était, je vais pas dire son nom. Et donc oui, c'est-à-dire c'est une histoire en dehors du fait que oui, je sais pas par laquelle j'ai été prise et parce que j'avais vu ses visages, j'avais entendu ses accents qui étaient naturellement les mêmes que ceux de mes deux grands-mères. Donc il y avait un effet de familiarité, même si dans ma famille c'était très 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 loin de toute cette histoire. Moi, tu vois, c'était plutôt côté Shoah. Et je pense d'ailleurs que c'était probablement aussi, il y avait quelque chose de cet ordre. Hein. J'y trouvais aussi quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire j'étais très sensible à ce que dit Thomas dans le film, c'est-à-dire cette notion comme ça de viens me chercher un petit peu, quoi. Viens essayer. Peut-être pas comme ça, je ne suis pas une rebelle comme Moscou qui est un sacré rebelle, mais il y avait cette force-là quand même de transgression, et donc j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de famille imaginaire que j'ai convoquée très tôt et dans toute son amplitude, en lisant beaucoup. Et voilà, en regardant le film de Moscou, en lisant les livres d'Annette, mais aussi évidemment les mémoires de ta grand-mère. Je me souviens très bien, tu vois, de cette édition chez Maspero, etc. Enfin, voilà. Et puis c'était quand même des gens très jeunes auxquels on pouvait s'identifier dans le jeu. Et qu'est-ce que j'aurais fait si ce jeu débile, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et qu'est-ce qui a déclenché chez vous deux l'envie, 40 ans après ce film et 80 ans après les faits, d'y revenir, de relancer cet effort-là de mémoire d'une toute autre manière d'ailleurs? Ça, c'est Moscou. Parce que Ruth, un jour, a tenu un discours et j'avais fait une photo de ce qu'elle avait écrit et ça m'avait bouleversé. Je n'avais pas tout compris, mais ça m'avait bouleversé. Je me dis, mais comment j'avais l'impression de découvrir ce que j'avais fait. Alors que ce que j'avais fait, j'avais le nez dans le guidon et je l'ai fait. Et donc, je pense que... Ah oui, je pense que c'est ce qui me lie à Ruth. C'est-à-dire, indépendamment de l'amitié, on a la même sensibilité, les mêmes repères. Et donc, j'ai essayé au départ, quand on m'a demandé... En fait, si vous voulez, alors, on va rentrer pas dans la polémique, mais dans l'histoire de la panthéonisation. Quand j'ai entendu parler de ce projet, j'ai tout de suite appelé Ruth et je lui ai dit, écoute, c'est magnifique, un Français d'origine arménienne qui entre au Panthéon, c'est sublime. C'est comme si un Français d'origine kurde ou iranienne ou algérienne rentre au Panthéon. Je trouve ça magnifique, moi qui suis d'origine bulgare. Bon. Mais en même temps, je trouvais que c'était déloyal. C'est-à-dire... alors, je ne parle pas au nom de Manouchian, mais je parle au nom de l'esprit de Manouchian. Je pense que si on le lui avait demandé, il aurait refusé. Il aurait dit non, moi tout seul, non. Moi, avec mes 22 compagnons, oui. Et donc, j'appelle Ruth et je lui dis, voilà, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Ruth me dit, mais Annette a le même sentiment, c'est-à-dire que sentiment d'un malaise. À la fois, on est content et pas content. Donc, j'ai été voir Arte en disant, il faudrait faire quelque chose pour dire que c'était un groupe, c'était une mosaïque. C'est pas un homme... c'est pas l'homme de marbre, c'est pas la statue qui entre au Panthéon, c'est une mosaïque. Il faut être fidèle à cette mosaïque. Et Arte m'a dit non, mais on va repasser le film. Alors j'ai voulu le casser, c'est-à-dire reprendre le film et à un moment donné le couper pour montrer que l'atelier de Miss Flicker était devenu un outlet, pour montrer que, par exemple, Serge Klarsfeld, qui a défendu le film, mais dit c'est étrange qu'il n'ait pas fait d'action pour empêcher la Shoah. Bon, et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et c'est là où j'ai dit, bon, alors dans ce cas-là, il faut que ça soit Ruth, avec sa voix, avec son cœur, avec ses pieds, parce qu'elle adore marcher dans Paris, qui fasse, donc, qui cherche un écho de cette histoire auprès des familles et auprès des lieux. Voilà. On a la chance d'avoir aussi 2 participants du coup à ce film. Ça a été quoi l'expérience pour vous de participer à ce tournage qui est quand même très particulier? Ça vous met dans une position de témoin aussi à qui on a transmis ce passé. Et puis j'ai une deuxième question, c'est comment
on en parlait un petit peu dans vos familles, à la fois de l'itinéraire de votre aïeul, enfin, et des autres membres des FTP et MOI. Alors déjà, le tournage, en tout cas pour moi, a eu lieu quelques semaines après le 7 octobre. Et donc, c'était très particulier. Je pense que, après, je suis très émotive, mais je pense que je l'étais particulièrement parce que quand on a un pogrom, sachant qu'il y a eu la Shoah et qu'une partie de ma famille a quitté la Pologne et la Roumanie pour fuir les pogroms où on massacre, on viole, on décapite les femmes et les enfants, j'étais pas dans un état d'esprit, on va dire, très, très positif sur l'humanité, sur l'humain. Et finalement, de revoir ce film et de revoir ces héros et de réentendre leurs paroles, ça me redonne foi en l'humanité, ou en tout cas en une partie de l'humanité, et dans leur héroïsme. Donc voilà, c'était un moment difficile parce que je crois qu'on s'est vu peut-être 15 jours ou 3 semaines après. Donc c'était assez particulier. Et sur la deuxième question, c'est sur après je vais passer la parole, c'est sur l'héritage, c'est ça, de mon grand-père. C'est un héritage de force, de résilience, on est très très fiers de représenter Raymond Kojicki, qui était un homme exceptionnel et extrêmement discret, qui avait l'air peut-être d'un homme ordinaire, mais qui était extraordinaire à tout point de vue, à la fois très joyeux et très mélancolique, très intelligent, très fin, et en même temps il aimait bien mettre les pieds dans le plat aussi et dire qu'il en avait rien à foutre, parce que l'important pour lui, il l'avait déjà fait, donc ça c'est des valeurs importantes. Après, nous, on a les combattants et la Shoah dans la famille, donc on est ressortis bien armés. Mais aujourd'hui, on est inquiet aussi. Alors, moi, en fait, j'avais déjà fait la visite du cimetière quelques années auparavant, parce que j'ai créé un roman, et dans ce roman, il y a la visite du cimetière. Donc j'avais déjà fait le trajet, ce qui veut dire que non pas que j'étais distant et sans émotion, loin de là, mais c'était pas non plus une espèce de découverte suscitant stupeur et tremblement. En ce qui concerne la relation à la famille, de la famille, c'est éminemment complexe. Enfin, je pense qu'il y a une relation... on va dire, homérique au sens de l'Iliade, entre Hélène Hélèque et son fils, une espèce de relation d'élection, d'adoration. Et dans le livre que j'ai écrit, je parle notamment de la relation d'Achille à Thétis, sa mère qui à la fois le pousse à la vaillance et le trempe dans le Styx, mais malheureusement lui laisse le talon... à l'extérieur. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement ambivalent, ambigu dans... c'est Hélène qui a poussé son fils à rejoindre la lutte armée. Elle l'a poussé en disant... parce qu'il avait fait un attentat tout seul. Et elle lui a dit, arrête de faire des conneries, si tu veux, rentre dans la lutte armée, je connais des gens dans le parti et tout. Et si vous voulez, à la fois, en le faisant entrer dans les groupes de la FTP-MOI, elle l'exposait, puisque dans un combattant, mais elle le cachait. En même temps, elle lui donnait les armes que donne la clandestinité. Donc c'est exactement la même chose que la mère d'Achille avec Achille. C'est-à-dire qu'elle lui donne l'immortalité et en même temps elle lui marque un point de faiblesse qui le rend mortel. Bon, si vous voulez, je peux continuer, mais je ne suis pas sûr que ça amuse tout le monde, les histoires de Homère et de l'Iliade. Il y a un point sur lequel c'est intéressant là, de revoir le film. C'est aussi, il y a un des intervenants qui dit tout de suite pour se présenter, je suis juif, et c'est je suis juif et combattant, je ne sais plus bien la phrase. Annette Wieworka, qu'est-ce qu'on sait un petit peu du rapport à la judéité, au judaïsme qui existait dans les FTP et MOI, dont il faut rappeler qu'il y avait énormément de nationalités, beaucoup de l'Est, mais aussi des Italiens, des Espagnols, mais notamment des Polonais, des Hongrois, des Roumains, qui étaient venus en France et qui étaient juifs pour beaucoup. Est-ce qu'on sait un petit peu des rapports un peu plus personnels à tout ça ? Bien sûr qu'on sait, mais ils n'ont pas tous le même rapport. Donc c'est un peu compliqué. On peut repasser par le cimetière d'Ivry. En fait, on pourrait faire une histoire des tombes de ces fusillés du Mont Valérien, de ceux qui sont partis. Par exemple, Rino Della Negra qui rejoint Argenteuil, de Celestino Alfonso qui a sa tombe à l'extérieur, donc j'ai envie de dire une vraie tombe, au cimetière municipal d'Ivry. Et puis
quand un des effets des terroristes à la retraite, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'au cimetière d'Ivry, tout le monde était sous des croix. C'est une façon de répondre à la question. Tout le monde était sous... Alors là, indignation. Et le carré a été refait et on a mis à la place des croix ce qu'on voit, c'est-à-dire la pierre ronde avec l'étoile de David. Il y en a un qui a rouspété, qui a voulu qu'on retire la croix, qu'on mette comme ça. C'est le fils de Joseph Epstein. Et si vous regardez attentivement les stèles, vous verrez que Joseph Epstein est enterré sur une stèle, enfin sous une stèle ronde, mais qui n'a pas d'étoile de David. Donc, à juste titre d'ailleurs, enfin pas à juste titre qu'il n'y a pas d'étoile de David, mais le fils a considéré que la judéité de son père, qui était lui un communiste, internationaliste, guerre d'Espagne, comme d'autres, n'était pas quelque chose qu'il fallait nommer. Les jeunes, et Raïski le dit très bien, tous les jeunes juifs rentrent après la rafle du Veldiv. Donc on peut dire, et en général, ils ne sont pas communistes. Alors là, je vais faire aussi un pas de côté, puisqu'on vient d'avoir le témoignage de Robert Birnbaum, 209 rue Saint-Maur, caché au 209 rue Saint-Maur. Il y a plein de liens entre nous. Hein. Et lui explique très bien que le premier choc, ça a été l'étoile jaune et la rafle du Veldiv, et que c'est après la rafle du Veldiv qu'il est assis et que sa tante va lui dire on ne va pas rester passif, fais quelque chose, il rentre dans la résistance. Donc pour cela, il n'y a aucun doute sur le fait que le moteur, c'est vraiment la persécution, donc le fait qu'ils sont juifs. Alors après, ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, d'avoir une vie un peu longue, Jean Lamberger dans le film, ou Simon Reymann, bon, ça fait drôle parce qu'on les a tous connus, hein, à des dates différentes, mais assez vite, c'est leur identité juive qui a primé sur l'identité communiste, et ils ont quitté le Parti communiste et ils sont devenus des soutiens de l'État d'Israël, et ils ont retrouvé vraiment une identité juive. Bon, enfin tous. Certains sont restés au Parti communiste. Jacques Farber est resté au Parti communiste jusqu'à sa mort. Gilbert Weisberg, lui aussi. Mais derrière moi tout à l'heure, il y avait son fils dans la salle. Donc il y est toujours. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas globaliser. Il y a des questions de génération, il y a des questions d'itinéraire. Vous avez les vieux, entre guillemets, qui avaient près de 40 ans, comme Manouchian, qui était communiste avant, Bortchov, et ceux qui ont fait un passage seulement. Mais Annette, comment tu expliques, c'est la question que Klarsfeld pose, qu'ils aient entrepris si peu d'actions contre les responsables de la répression anti-juive à Paris? Et Klarsfeld ajoute, et c'était pas compliqué, parce que Dannecker, Röttger allaient souvent à l'Juif, donc on pouvait les localiser facilement. Pourquoi est-ce que les FTP et MOI ne sont pas attaqués à ces gens-là? Je pense que c'est en quelque sorte expliqué dans ton film. Quand on voit, quand Boris Holban, Baruch Broman, enfin il ne le cache pas, hein, je ne suis pas en train d'outer, mais son nom c'est Baruch Broman. Quand il te montre l'organigramme, les cibles, elles étaient effectivement désignées par la direction du Parti communiste. Alors bon, Duclos, Roltanguy, enfin bon, on pourrait refaire l'organigramme. Mais quand on regarde l'organigramme, on est quand même stupéfait. Enfin, on n'est pas stupéfait, on le sait, mais on réalise Gronowski, Kaminski, London. Et London, on le retrouve. London, c'est très intéressant parce que si on lit attentivement l'aveu, que Ruth a dû le relire il y a moins longtemps que moi, on s'aperçoit que son identité juive était excessivement ténue.
déjà depuis son père, en fait, plusieurs générations. Il repart construire le socialisme à Prague. Il est vice-ministre de quelque chose et il est pris dans le procès antisémite, appelons-le comme ça, de Sansky, sur lequel Ruth a fait un film merveilleux. Donc c'est ceux qui ont vécu. Si on prend Simon Riemann, Thomas Helek, ils sont morts si jeunes qu'on ne peut pas... mais une partie de ceux qui ont vécu ont retrouvé une identité juive, une partie dont on ne l'a pas retrouvée. Krasuki, Ordevelt, enfin il y avait un certain nombre de je ne dis pas qu'ils n'étaient pas juifs, mais leur identité juive n'a pas été mise en avant. Et sur les cibles, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont eu aucune autonomie et que la direction du Parti communiste et celle de la MOI n'a pas pensé une résistance contre la persécution qui soit autre que la résistance et d'une façon un peu marginale le sauvetage des enfants. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que dans le film, on parle beaucoup des juifs étrangers, mais mon grand-père n'était pas étranger, il était français. Il a été dénaturalisé, et je voulais juste le redire. Il a cette phrase extraordinaire dans ses mémoires qui sont là. Il dit, donc il était français par naissance, comme Rino Della Negra, comme Robert Vitschitz, comme d'autres qui sont sur l'affiche. Il a cette phrase, il dit, on m'a mis chez les étrangers. Brusquement, je devenais immigré sans avoir bougé. Et c'est ce qu'il dit dans ce film. Non, mais c'est juste après, c'est mon petit côté politique, mais comme on a des hommes politiques qui nous expliquent que l'État français a protégé les juifs, il n'a pas protégé les juifs étrangers, évidemment, et il n'a pas protégé les juifs français. Je voulais juste le rappeler. C'est un point très important sur lequel on a encore un petit peu le temps de revenir avant de passer à d'éventuelles questions venant de notre public nombreux. Justement, on voit, on voit bien la question de la France et de la nationalité. Elle arrive dans votre film Moscou à travers plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on voit à un moment une banderole dans Des terroristes à la retraite, une banderole qui demande que les FTP-MOI reçoivent des pensions militaires. C'est à la toute fin. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces gens veulent être considérés, et les familles veulent qu'on les considère comme des combattants pour la France. Et d'ailleurs, on voit après, dans le film de cette année-là, on voit bien les cocardes maintenant qu'il y a sur les tombes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà, c'est un rapport aussi à la nationalité. Vous dites une phrase assez intéressante dans le film, Thomas, c'est ce sont des combattants, ce sont des soldats. C'est-à-dire qu'on est devant des gens qui prennent les armes alors qu'ils se sont les plus vulnérables, ce sont des désarmés, ce sont vraiment des gens désarmés qui prennent les armes et qui, par là, deviennent un peu des combattants pour la France. C'est-à-dire ils sont reconnus, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ils ont ce fameux statut mort pour la France. En tout cas, s'ils ont la cocarde sur la tombe, ça signifie ça. Comment vous, aux différentes positions, vous voyez cette question ? À propos de combattants et de soldats, ils sont quand même rentrés... les FTP-MOI, vous m'arrêtez si je dis des conneries, les FTP-MOI... Enfin, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je parle sous votre autorité. C'est une directive de Moscou pour créer un front arrière au moment du démarrage de l'opération Barbarossa. Avant, le Parti communiste, il fait des risettes aux Allemands, notamment à travers le pacte germano-soviétique. Donc, de toute façon, c'est une organisation paramilitaire de combat, les FTP-MOI. C'est des soldats. Ils ont des soldes, d'ailleurs. Ils ne sont pas très élevés, mais enfin, ils ont des soldats, soldes, salaires, argent, de quoi vivre, etc., etc. Ils sont mal armés, ils sont mal payés, ils sont mal nourris, mais c'est des soldats. Et ils sont là pour combattre, et pour combattre des organisations structurées. C'est pour ça que Thomas, par exemple, qui a fait son petit attentat tout seul dans son coin, il s'est fait super engueuler par les gens de la MOI en disant « Tu t'arrêtes, des machins qui vont juste amener des rafles, de la répression, et tu travailles de manière disciplinée, enfin comme un partisan. » C'est exactement comme le problème des partisans russes, je pense. Comment vous voyez cette question, Annette ? Écoutez, ce qui s'est passé en presque 50 ans depuis les terroristes, c'est que beaucoup d'archives se sont ouvertes.
qui n'étaient pas accessibles à l'époque. Et notamment tous les télégrammes de l'Internationale, du Comintern. On voit Courtois dans le film qui donne les directives, enfin qui dit quelles ont été les directives, mais depuis, tout un volume a été publié des télégrammes de l'Internationale. Donc, bien évidemment que c'est l'Internationale qui donne la ligne politique. Et alors, ce qu'on a aussi oublié totalement, et puis que le film le rappelle quand même, c'est que les militants communistes de base, ils ne se précipitaient pas sur la lutte armée. C'était quelque chose qui leur semblait être... C'était pas dans la culture politique du Parti communiste français. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que toute la résistance fédérée autour de De Gaulle, à la fois extérieure et intérieure, était hostile à ces actions directes, parce que elles étaient aussi très coûteuses, pas simplement parce que ces jeunes gens... Si vous voulez, quand il y a eu beaucoup de fusillés avant ceux de la Fiche Rouge, Moscou, quand tu demandes, et Henri le Plombier, c'était Tuclapère. Quand tu dis Roger, c'était Roger en gros. Les 3 frères ont été fusillés, c'est déjà fusillé. Donc il y a, on parle c'est avec Kirschenbaum, si ma mémoire est bonne, lui il s'est fait sauter avec sa bombe, comme Gilbert, mais lui il en est mort. Donc il y a ces morts-là, mais il y a aussi les otages. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un attentat, c'est 50 ou 100 otages qui sont fusillés avec les fameux avis. Donc aujourd'hui, on prend comme si ce type de résistance faisait ça fait l'unanimité aujourd'hui dans la mémoire, comme si elle avait fait l'unanimité dans l'histoire. C'est pas le cas. On peut prendre quelques questions du public s'il y en a. Donc, Le texte d'Aragon, certes, fait allusion à la Fiche Rouge, mais gomme toute allusion à la véritable nature de l'objectif de cette affiche, c'est-à-dire une campagne de propagande antisémite orchestrée par les Allemands et les Français. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une distorsion du réel? Et il paraîtrait qu'on aurait demandé à Aragon de faire en sorte que les non-juifs n'apparaissent pas trop juifs. Alors, je pense que c'est Annette Guévorka qui va vous répondre. Phrase, non, juste... Très rapidement, bon, je suis bien évidemment d'accord avec vous sur le fait que le poème d'Aragon ne fait... dans le poème d'Aragon, il y a un seul nom propre, c'est Méliné, il n'y a personne d'autre. Alors maintenant, la question des noms trop juifs, c'est pas ce poème, c'est la première édition des lettres de fusillés. Donc c'est pas tout à fait la même chose, tout en étant tout à fait la même chose, c'est-à-dire le fait que très tôt, dans la mémoire, Éluard d'abord, Aragon ensuite, la seule chose qui a été nommée, c'est des nationalités, polonais, hongrois, espagnol, italien, et qu'à aucun moment il n'est dit que les Hongrois et Polonais étaient juifs, tous juifs, et que l'affiche était, et ça se voit très bien quand on regarde le tract qui accompagne l'affiche et la brochure qui accompagne l'affiche, était une affiche antisémite, puisqu'il est dit dans le tract que les inspirateurs sont les juifs. Donc c'est vrai que le Parti communiste a souhaité gommer cette dimension. Il faut revenir à Slansky, à Arthur London. C'est-à-dire qu'Aragon écrit ce poème avant le 20e congrès, dont il ne sait pas qu'il va avoir lieu, bien sûr, hein, mais il l'écrit aussi après le complot des blouses blanches,
après le procès Slansky, c'est-à-dire à un moment donné où à l'Est, il y a vraiment un nouveau moment antisémite. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Et alors Aragon connaissait très 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 bien toutes ces choses-là. Hein. Aragon, comme vous le savez, était marié avec Elsa, qui était la sœur de Lily Brick, donc qui vivait en Union soviétique et qui faisait partie disons de l'intelligentsia. Et il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait en Union soviétique, où il était souvent. D'ailleurs, le poème, dans le roman Inachevé, il se trouve entre La nuit de Moscou et je ne sais pas quoi pour tout oublier. J'ai aussi oublié le titre du poème d'après. Ce que je voulais dire simplement, c'est si le sujet vous intéresse, Stéphane Courtois a fait une intervention, un colloque organisé par Serge Klarsfeld, et le document, l'étude qu'il a faite sur comment est-ce que le Parti communiste français a traité les combattants juifs de la fiche rouge, et sur le site de l'Express. Donc c'est un document... Sur le site du MAGE. Oui, c'est le site du MAGE. Oui, absolument, oui. Merci beaucoup. Non, j'ai juste une autre petite question. Une remarque et une question. J'ai revu avec beaucoup de plaisir le film de Moscou parce que je dois dire que ma mémoire de ce film a été en grande partie occultée par la polémique de l'époque, qui fait que là, j'ai redécouvert tous les personnages en voyant ce film. Et c'est ce qui m'amène à ce qui a changé entre la période du film et aujourd'hui, et que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus évoqué, et qui est la responsabilité centrale de la police française dans l'arrestation des gens de l'affiche. Et ça, j'aimerais bien qu'on en dise quelques mots, parce qu'il y a tout ce qui a été découvert dans les archives sur les filatures, sur l'organisation de leur arrestation. Je crois que c'est aussi un point très important. Et je crois qu'en tant que Français, on a quand même aussi à être choqué par la manière dont la France de Vichy a organisé cette traque des gens de la MOI et des FTP. Si je peux me permettre, sans entrer dans trop de détails, si vous voulez, je ne prends pas ça à la légère. Les boulangers font du pain, les policiers font des filatures, que ce soit au Kerala, en Calabre. Les policiers de la brigade spéciale ont effectivement filé ces gens depuis longtemps. Mais ils n'étaient pas exceptionnels. À preuve, le 16 novembre, Manouchian est arrêté, Epstein est arrêté, Olga Banchik est arrêté et Marcel Reimann est arrêté. Mais un mois et demi auparavant, ils sont parvenus à tuer quelqu'un. Ils ne savaient pas que c'était Julius Ritter, mais c'était quand même le chef du STO en France, après des filatures. Et cette police si exceptionnelle ne s'est pas aperçue qu'il filait cet homme-là et qu'il préparait l'attentat de Julius Ritter. Il ne faut pas mettre tout au mérite de la police. La police, elle fait son travail. Mais si vous voulez, si vous créez un écran de fumée avec une toile d'araignée de filature, à mon avis, vous occultez quelque chose qui, à moi, me tient à cœur, et je pense qu'il n'y a pas de document. C'était un combat clandestin. Je pense qu'il y a eu un débat interne. Que ces gens se savaient grillés, ils se sentaient filés, ils savaient qu'un des leurs avait été arrêté, ils savaient qu'un des leurs parlait. La moindre des choses, ça aurait été de les mettre au vert, de couper les filatures. Cette décision n'a pas été refusée par le Parti communiste qui n'existait pas. Jacques Duclos était dans un pavillon en banlieue. Bon. Mais la direction, moi j'ai un nom, mais la direction a considéré que les cadres pouvaient être exfiltrés, mais que les combattants devaient être maintenus au front, alors que sur ce front, ils étaient vulnérables. Donc, mettre tout sur le compte de la police, pour moi, excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, c'est une lapalissade. Si vous voulez, la police fait son boulot. Mais ils n'ont pas été exceptionnels. Et ce n'est pas ça l'unique raison de la mort de ces gens. Ces gens auraient dû vivre. On aurait dû les protéger. C'est ma conviction à moi. Sur la question de l'implication de la police française dans l'arrestation, Annette Fibroca. Attention au micro. C'est une illustration de ce qu'on appelle la collaboration.
La police fait... Enfin, la brigade spéciale, la BS2, fait son travail et les livre aux Allemands. Et c'est les Allemands qui font le procès, qui condamnent et qui fusillent. J'avais une question sur Olga Bončík. C'est parmi les 5 héros que vous évoquez, le seul dont des descendants ne figurent pas dans le film. Or, vous évoquez sa fille, Dolores, qui est née en 38-39, si je me souviens bien, ce qui apparaît dans le film. Est-ce que vous avez cherché à la contacter et qu'en est-il? Une autre question sur Olga Bončík, qui est, parfois elle est présentée comme Olga, elle signe Golda. Alors, je comprends, vous dites aussi qu'elle s'appelle Pierrette, mais ça c'était son nom de résistance. Mais alors, comment ça se joue entre ces deux prénoms? Et après, j'ai une toute autre question pour monsieur Thomas, comme le monsieur de devant l'appelait si joliment, qui revient sur ce que vous disiez au début. Vous évoquiez le fait qu'il y aurait comme une plaque en lien avec la cérémonie de demain. Mais pour que ce soit un peu plus clair, est-ce que vous considérez demain que votre oncle entre au Panthéon, en fait, très, très concrètement? Très emmerdé pour répondre. Oui et non. Enfin, oui, il rentre certainement pas avec comme on aurait voulu qu'il rentrasse. Triste. Ah, on voit qu'on est hommage. Hein. Qu'il rentrera. Merci. Mais il rentre, oui. Enfin, je pense que bien entendu, j'ai beaucoup essayé de penser à ma grand-mère. Qu'est-ce que ça lui aurait fait, comment elle aurait réagi. À tout ça, puisque c'est elle qui a vraiment porté son fils et le deuil de son fils toute sa vie. Si, il rentre, enfin, les 22 rentrent, ils rentrent pas par la grande porte, mais ils rentrent, quoi. Il me semble, je sais pas. Et sur justement la 23e, qu'on connaît mal, et Ruth peut en dire... Alors Olga, j'aurais aimé pouvoir en dire plus, mais là j'ai vu qu'il y avait un petit livre qui était paru, je vais le lire avec intérêt. Alors, Golda, de son nom de natif. Olga, ça fait plus communiste. Et d'ailleurs, c'est sous ce nom-là, Olga Bončík, que sa mémoire a été célébrée en Roumanie communiste, hein, et que visiblement, c'est les rues qui célébraient la mémoire d'Olga Bončík en Roumanie ont été débaptisées après 1989. Alors oui, on a essayé de retrouver Dolores, Dolly Jacob. Je dois dire que les temps là étaient un tout petit peu courts. Par ailleurs, il y a eu le 7 octobre, enfin, ce qui a un petit peu brouillé les choses, puisque alors si quelqu'un connaît ici Dolores, elle vit en Israël, hein. Sa mère. Voilà. Alors voilà. Donc, alors madame vient de me dire quelque chose qui confirme ce que je croyais avoir été un rêve. C'est qu'il y a des années, pardon de le redire devant toi, Moscou, mais il y a des années, et vraiment, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, comme je m'intéressais déjà quand même pas mal à la fiche rouge, enfin bon, à Olga Bončík et tout ça, je crois que Dolly, elle refusait de s'appeler Dolores, elle s'appelait donc Dolly Jacob, a écrit un livre. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, madame vient de me dire que Dolly Jacob, dont je ne sais pas si elle est encore vivante, parce qu'elle est encore vivante. Non. Alors, donc, madame dit, et ça serait bien que vous preniez un micro, parce que, voilà, je sais qu'elle vit en Israël, où elle a émigré. Alors, je ne sais pas si c'était dans les années 70 ou après 1989. Madame, s'il vous plaît. En fait, elle est retournée en Roumanie avec son père. Donc, elle a vécu en Roumanie après la mort de sa mère. Et alors, je ne sais pas exactement quelle année elle a émigré en Israël. Et elle refuse tout contact. Elle ne veut surtout pas parler de... mon mari l'a connue parce qu'il vivait en Roumanie. Et voilà, elle était une voisine dans le quartier. Donc, elle n'a pas eu une vie très heureuse comme sa mère le souhaitait. Alors donc, elle a été visiblement, donc je ne sais pas quand elle avait fait son alia de la Roumanie, dans les années 70 ou après 89.
Ah, je sais, ça, je ne sais pas. Je sais que son père s'est remarié et qu'elle a été en pension après, mais je ne sais pas si c'était en Roumanie. Je pense que c'était en Roumanie. Oui, oui, son père, en fait, était un membre de la nomenclature du Parti communiste roumain, jusqu'à ce qu'il soit, dans les années fin des années 50, comme on sait bien, il a été un petit peu mis à l'écart. Comme beaucoup, oui. Et alors, d'après ce que les recherches, mais extrêmement parcellaires, que j'ai pu faire, et je le regrette beaucoup, elle était donc bibliothécaire à l'université de Tel Aviv. Et en fait, aussi pourquoi Olga Banchik et Dolores, et madame, vous me le confirmez, c'est que j'avais l'impression d'avoir entendu parler d'un livre qu'elle aurait écrit, et j'en avais entendu parler il y a une vingtaine d'années, qu'elle était même venue à Paris, et en effet, où l'objet de ce livre, c'était son malheur, en fait. Son malheur d'avoir... Et son malheur contre eux. Enfin, il y avait quelque chose où là, on voulait terriblement à sa mère. Et j'ai recherché la trace de ce livre, à tel point que j'ai cru que je l'avais rêvé, ou que je l'avais cauchemardé. Je suis pas sûre qu'il y ait eu un livre. En tous les cas, je n'en ai pas entendu parler. Voilà. On va passer juste le micro. Il y a quelqu'un qui attend le micro depuis longtemps au deuxième rang. Voilà. Et alors, on n'a pas toute la nuit, mais... C'est le fils de Gilbert Weisberg. Enchanté, monsieur. Oui, moi je vous interrogerai volontiers sur ce que vous pensez de la dimension actuelle de ce moment politique, qui est la panthéonisation de Manouchian et à travers lui de ses compagnons. Parce que bon, c'est bien entendu une initiative qui est pas du mois dernier, mais elle est quand même actée aujourd'hui par le pouvoir actuel. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique particulière dans le fait que ça se passe aujourd'hui? On pourrait répondre assez rapidement. L'initiative, elle date d'il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, quand l'initiative est partie, on ne pouvait pas savoir qu'il y aurait... parce que vous pensez à la loi, bien évidemment. Voilà, donc je crois que c'est plutôt un... Oui, non, c'est plutôt un hasard, c'est-à-dire un hasard en histoire, c'est quand 2 intrigues se rencontrent. Donc là, il y a la rencontre de deux. Mais moi, j'attendrai quand même le discours du président, parce que pour le moment, ce que l'on sait, ceux qui suivent avec attention cette histoire ont lu la longue interview que le président de la République a donnée à l'Humanité, où brusquement moi j'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, qu'on déplaçait le débat du côté du Front National en lançant qu'on les avait invités mais qu'il n'était pas souhaitable qu'ils soient là. Donc il faut attendre moi j'attendrai le discours du président de la République pour savoir quel sens lui veut donner à cette panthéonisation. Mais la panthéonisation n'a pas été décidée au moment où a été discutée la loi. C'est un long processus qui était antérieur et même antérieur d'antérieur, puisque les premiers débats sur une panthéonisation liée à la fiche rouge, c'était en 2014. Donc c'est pas quelque chose qui naît comme ça. Peut-être pour donner une précision, c'est même il y a 3 ans que Jean-Pierre Sakoun, pour l'association Unité Laïque, a monté un comité de parrainage pour demander au président de la République cette panthéonisation. Donc ça s'est fait il y a un certain temps avec un comité où il y a notamment Pascal Horry, d'autres. Et voilà, donc c'est indépendant d'une actualité récente, disons. Voilà. On entend un historien, malheureusement, je n'ai pas retenu son nom, qui avance, il est pris en gros plan. Stéphane Courtois. Et il dit, non, c'est pas Courtois. C'est Gagné Raymond, qui n'est pas historien. Ou un autre monsieur. Madame, je ne suis pas historienne, donc je n'ai pas toutes les nuances. Allons-y. Mais ce monsieur avance, il est pris en gros plan, et il dit, ma théorie, c'est que... Et d'une certaine manière, si j'ai bien compris, il rejoint le propos de Méliné Manouchian, qui est extraordinairement percutant. J'aimerais que vous nous en disiez, vous, un mot.
elle semble dire, et ça semble se relier à ce que dit ce monsieur, que l'équipe de Missak Manouchian a été littéralement abandonnée, désertée, et que, alors la théorie de ce monsieur, c'est que on aurait escamoté le rôle des FTP Moy et de l'équipe de Manouchian, en l'occurrence, pour le PCF, guidé par Roll Tanguy, aurait escamoté leur rôle. Allons-y, madame, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Cette résistance juive faisait de l'ombre à la résistance française communiste. Est-ce que... moi, je trouve ça très, très troublant. Donc, Moscou, je vais vous laisser répondre. Et si on prend une toute dernière question, il y a une main qui se lève très haut. Et... Moscou, si vous voulez dire un mot sur cette question qui a été un peu abordée dans la discussion. Écoutez, tout à l'heure. Pour moi... Ah oui, non, il y a une autre question. Écoutez, pour moi, j'ai rencontré Philippe Gagné-Raymond après avoir lu son livre. Pour moi, il a un mérite. C'est lui qui va chercher en Roumanie Boris Olban. C'est lui qui, en quelque sorte, ressuscite cette histoire et qui inspire le film de Franck Cassinti. Avant qu'il ne prenne la parole, il y a Gronowski qui arrive à la conclusion, oui, nous savions qu'ils étaient menacés, mais on ne peut pas capituler. Et donc, naïvement, je lui dis, mais donc, ça voulait dire que vous les avez sacrifiés? Dans chaque guerre, on sacrifie des gens. Donc, pour moi, c'est la phrase la plus forte. C'est, souvent, on en parle avec Ruth, c'est la guerre. Moi, ça me révolte qu'on sacrifie des gens. Je préfère qu'on les préserve, puisque c'est un combat fraternel. Ensuite, vous avez Méliné Manouchian qui dit une chose terrifiante. S'il n'y avait pas eu cette affiche rouge, c'est les nazis qui font qu'on s'y attache aujourd'hui. On les aurait oubliés et enterrés. Bon. Alors arrive Gagné-Raymond, qui, lui, il parle d'après, en fin de compte. Il parle un peu de ce... Il se fie à une action, la dernière action qui a été faite, qui est une action inhabituelle pour les FTP et Moïse. C'est ce qu'on appelle un coup d'argent. Les coups d'argent, comme les coups de carte d'identité, les attaques des mairies, pour prendre ça, ce n'est pas les FTP et Moïse qui les prenaient en charge. C'était un secteur, disons, clandestin des clandestins. Donc il faut un coup d'argent. À partir de là, il dit, mais pourquoi ils font ce coup d'argent en plus rue Lafayette, contre 2 convoyeurs? Ça échoue. Il parle de là pour dire... Et pour tenir compte de ce qui s'est passé après la guerre, c'est-à-dire la mise au banc, la mise à l'oubli des FTP et Moïse, pour dire c'était déjà dans les gènes. Je suis conscient, et Ruth me le reproche souvent, d'avoir gardé ce témoignage-là. Mais ce n'est pas pour moi le témoignage essentiel. Moi, j'ai une sorte de lien un peu, disons, de loyauté à l'égard de Gagné-Raymond, parce que sans son livre, j'aurais très peu su. Donc je l'ai conservé. Il dit bien, je n'irai pas jusqu'à dire faute de preuves. Ruth me reproche en disant, mais s'il n'y va pas jusqu'à dire qu'ils ne le disent pas. Mais il le dit quand même. Mais étant ce qu'ils étaient, avec leurs noms, leurs accents, etc. Et de fait, après la guerre, ces noms ont disparu. On a gardé, comme l'expliquera dans l'intervention qu'il a faite au colloque de Klarsfeld, Stéphane Courtois, on a gardé Manouchian, ça fait Arménie, on a gardé Spartaco Fontaneo, l'Italie, on a gardé Celestino. Mais on n'a pas gardé Finkerzweig, ni Vachebrot. Oui, alors... Donc tout ça est entré dans sa tête et je l'ai gardé. Ruth me le reproche. Donc, voilà, je confesse. Et on... Voilà. Allez, il a plus. Il faut tout garder. Merci beaucoup. Les échanges vont continuer, c'est une histoire qui continue. Merci beaucoup, merci à nos invités. Merci.